pensée du jour, salut à toi, pensée du jour numéro 103. Toujours sur la même marche, je profite d'avoir un petit peu de temps pour enregistrer plusieurs petites vidéos. Vu que pendant la semaine, j'ai pas énormément de temps. Dans cette pensée du jour, j'aimerais parler hyperémie réactive au niveau théorie et au niveau pratique. Chose que j'ai pas encore mise en pratique, mais il me tarde de le faire. J'ai reçu mon brassard de compression hier. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le test d'hyperémie réactive, c'est un test qui est utilisé dans la recherche de plus en plus, combiné avec notamment un outil de mesure de NIRS, donc par exemple le MOXIE. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va créer une occlusion artérielle complète au niveau d'un des membres, ça peut être membre supérieur ou inférieur. On va avoir un MOXIE qui est placé sur un des muscles du membre concerné. Et donc, une fois qu'on crée une occlusion artérielle complète au niveau de ce membre avec le brassard d'occlusion, je crois que ça s'appelle comme ça, BFR cuff en anglais, une fois qu'on a créé cette occlusion complète, qui peut être vérifiée avec un oxymètre de pouls placé soit sur le doigt pour un membre supérieur, soit sur un doigt de pied pour les membres inférieurs, donc en voyant un pouls de 0 ou un SPO2 de 0, une fois qu'il n'y a plus de sang qui est poussé dans la jambe ou le bras, et ben on sait que ce qui va se passer au niveau de l'utilisation de l'oxygène, déjà on va avoir on va dire un circuit qui est fermé à la place d'avoir un circuit qui est ouvert avec le cœur qui continue à pousser du sang dans les membres. Et ben vu que le débit artériel est coupé, et ben on a un système qui est maintenant fermé. On a une quantité de sang et donc d'oxygène qui est finie, et on va avoir une utilisation progressive de cet oxygène par les mitochondries qui se trouvent dans ce membre-là. Et donc, ce qu'on voit par exemple sur un graphique de MOXIE, c'est qu'on a un SPO2 qui descend gentiment une fois que l'occlusion est créée. Et ce qui est intéressant, c'est que les travaux qui ont été faits jusqu'ici avec ces tests, on a une corrélation qui est intéressante entre la pente de désaturation après l'occlusion artérielle et la densité et la fonction mitochondriale de la personne, ou en tout cas du muscle concerné. Ce qui a du sens, étant donné que plus on a de mitochondries, plus elles vont pouvoir utiliser l'oxygène, et donc plus rapidement elles vont utiliser l'oxygène qui est disponible dans le membre concerné. Et autre chose qui est intéressante, c'est que on a aussi ensuite, une fois qu'on relâche l'occlusion, et on a cette resaturation, cette réoxygénation qui s'effectue, on a un lien entre cette resaturation et la puissance critique. Ça, c'est des choses qui sont encore en cours de recherche, donc c'est un petit peu de la spéculation, mais des données que j'ai vues jusqu'à maintenant, il y a des choses qui sont très prometteuses dans le domaine. Et donc ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, c'est ce lien que j'ai mentionné plusieurs fois dans mes dernières vidéos, c'est ce lien qui est en train de se faire entre le fonctionnement interne. Par interne, je parle notamment ici des niveaux d'oxygène, de l'oxymétrie musculaire, et de l'aspect externe, de l'aspect rendu, de l'aspect puissance, de l'aspect performance. Et donc c'est super intéressant de voir ces deux concepts, ces deux modèles qui commencent à se rencontrer et à pouvoir travailler ensemble. Je pense que c'est vraiment une chose qui va se développer dans les 5-10 prochaines années. Et donc pour revenir à ce test d'hyperémie réactive, si on admet que la pente de désaturation est liée à la fonction et à la densité mitochondriale, et ben, c'est un test qu'on peut faire à intervalles réguliers. Ça n'a pas besoin d'être fait souvent, mais à mon avis tous les 4 mois, tous les 6 mois, de faire ce petit test qui dure une quinzaine de minutes en tout, et pouvoir en gros voir si on a pu, si notamment si un des objectifs était le développement de la densité de la fonction mitochondriale chez quelqu'un, et ben est-ce qu'on peut voir une progression au niveau de cette pente. Donc on veut en gros un delta SMO2 négatif qui soit plus grand, donc plus le delta est grand, donc plus le SMO2 tombe rapidement pendant l'occlusion artérielle, plus la densité et la fonction mitochondriale est haute.
Et donc ça peut être une chose qui est intéressante à suivre sur le moyen, sur le long terme, pour avoir une quantification de ce paramètre-là, parce que on a une quantification qui peut se faire au niveau actif. Evan a fait des travaux là-dessus, avec notamment un suivi d'un de ses athlètes, qui, si je ne me trompe pas, pendant 36 semaines, a fait chaque semaine des répétitions de sprint sur un airbike, et il a montré qu'il y avait une corrélation qui était importante entre la pente de désaturation de l'oxygène pendant le sprint, mesurée avec un Moxy, et la puissance générée sur la machine. Et donc on a encore une fois ce lien entre un paramètre physiologique interne et un paramètre de puissance externe qui se fait ici dans un contexte actif. Et donc on a ce côté passif avec le test d'hyperémie réactive, et on a ce côté actif avec les répétitions de sprint, la pente de désaturation et la puissance qui est fournie pendant un effort. Donc tous des éléments qui commencent à s'imbriquer à plusieurs niveaux. Et après, si on pense maintenant pendant l'effort, on a parlé de la pente de désaturation et donc de l'utilisation de l'oxygène et de la génération de puissance. Et ben on peut penser à la pente de resaturation après un effort. Et ça, je ne suis pas encore exactement sûr de tous les paramètres, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est que le système cardiovasculaire et le système respiratoire répondent à la demande du muscle. Le muscle utilise de l'oxygène. Donc si on ok, prenons un ou deux pas en arrière. Si on part du principe que avant de pouvoir contracter un muscle, on doit générer une intention de mouvement qui bien sûr vient de notre cerveau, la plupart du temps conscient dans un contexte d'entraînement, mais qui peut aussi être inconscient ou semi-inconscient suivant les situations dans lesquelles on se trouve. On parle de réflexes, on peut aller jusqu'à parler des situations de flow pour les athlètes quand ils sont vraiment dans la zone. Mais si on reste sur le côté actif, sur le côté intentionnel, on a en gros une, j'ai pas le terme en français, action potential, qui est générée au niveau du neurone, qui va donc émettre cette décharge électrique le long de l'axone, qui va ensuite passer de l'axone à la fibre musculaire et qui va ensuite générer une contraction musculaire, pour faire très très simple. Cette contraction musculaire va nécessiter de l'oxygène afin de resynthétiser les différents substrats qui sont utilisés pour générer la contraction musculaire, et surtout pour relâcher cette contraction ou cet attachement de la myosine et de l'actine, étant donné qu'on sait que ce qui est énergivore, c'est la relaxation plus que la contraction en elle-même. Bien sûr, il faut les deux, mais c'est vraiment au niveau de cette relaxation du cycle de couplage de l'actine et de la myosine qui nécessite beaucoup d'ATP. Et donc, on a cette demande qui est générée. On a ensuite une réponse par le système cardiovasculaire et le système respiratoire à cette demande ou à cette utilisation d'oxygène, en sachant que la réponse devrait toujours être proportionnée entre ce qui se passe au niveau du muscle et ce qui se passe ensuite au niveau du système cardiovasculaire respiratoire, qui de concert vont apporter plus de sang et plus d'oxygène à la zone concernée pour rétablir cet équilibre de l'oxygène. Mais une fois qu'une contraction musculaire, pensons à un effort intense, même de 20 secondes sur un sprint, sur un airbike, pensons à un vélo pour faire simple, et ben, à l'instant où la contraction s'arrête, si on a une coordination neuromusculaire qui est efficiente, qui est bien développée, théoriquement, encore une fois, là je spécule, donc j'attends tes commentaires avec plaisir sous la vidéo sur ce que tu penses par rapport à tout ça. Mais donc à l'instant où on arrête les contractions musculaires, le système cardiovasculaire, le système respiratoire ne s'arrête pas instantanément. Vu qu'ils étaient enclenchés, déjà ils étaient enclenchés un petit peu à retardement, et ça on le sait avec le délai de la réponse cardiaque par rapport à un effort donné, le délai du système respiratoire par rapport à ça aussi, et ben on sait aussi que en gros le cœur va continuer à battre fort pendant quelques instants, et le système respiratoire va continuer à faire son travail aussi comme il le faisait pendant les contractions musculaires, même après les contractions musculaires. On a donc cette pente de resaturation, réoxygénation, qui, quand elle atteint
sa valeur la plus haute, donc un delta SMO2 positif le plus haut possible dans cette pente, on peut se dire que c'est le moment où il y a la plus grande différence entre l'utilisation, qui est maintenant théoriquement zéro, et l'apport en oxygène, l'apport en sang, qui est à son maximum, du fait que le système cardiovasculaire et le système respiratoire travaillent encore, alors que les contractions se sont arrêtées. Et on a donc, avec cette pente, on a un proxy pour l'aspect livraison d'oxygène. Si on veut parler de réponse du système vasculaire, en sachant que on sait que avec par exemple de l'entraînement d'endurance, on a un développement du système vasculaire qui se fait au niveau de son élasticité, si on veut parler comme ça, le fait que les différents vaisseaux puissent se vasodilater en réponse à la demande. Et bien sûr, on sait que une augmentation du diamètre a un effet qui est très important sur le volume sanguin, étant donné que voilà, on connaît la relation, si on pense un petit peu à comment se calcule la surface d'un cercle, et qu'on pense à la relation entre le diamètre du cercle ou le rayon du cercle et la surface, une petite augmentation du diamètre ou du rayon va engendrer une augmentation proportionnellement beaucoup plus grande de la surface du cercle. Et donc ces vaisseaux, quand ils se vasodilatent un tout petit peu, ils permettent à beaucoup plus de sang de passer. Et donc ça, c'est une des réponses principales pendant un effort de haute intensité, c'est que on va avoir une vasodilatation qui est importante pour permettre à plus de sang d'être apporté dans cette zone qui est à l'heure actuelle, qui est pendant cet effort sollicité et qui utilise énormément d'oxygène. Et donc pour revenir à cette pente de resaturation de l'oxygène, eh ben, on a ce proxy pour à quel point est-ce que notre système arrive à répondre, à quel point est-ce qu'on arrive à vasodilater nos vaisseaux pour amener un maximum de sang, pour amener un maximum d'oxygène, pour répondre à la demande du muscle. Et donc c'est encore une fois, on a ce lien avec potentiellement la puissance critique et la pente de resaturation au repos pendant un test d'hyperémie réactive, et cette pente de resaturation après un effort intense, dans une situation d'entraînement ou de test, qui va être en lien avec notre capacité à répondre au niveau vasodilatatoire, je ne suis pas sûr lequel est juste, donc corrige-moi dans les commentaires s'il te plaît. Et donc vraiment ces paramètres qui commencent à être mis en relation à plusieurs niveaux, dans plusieurs situations différentes. Et bien sûr, on sait que plus un modèle est prédictif, donc plus un modèle s'applique à plusieurs différentes situations différentes, et plus il apporte une réponse complète à la situation, plus il va être juste en général. En sachant que bien sûr le modèle reste le modèle par essence est réducteur, réductionniste, et donc le modèle ne sera jamais juste ou jamais exact, étant donné qu'il sera toujours une simplification de la réalité. Mais voilà, on tend vers ça avec des modèles, avec nos modèles d'interprétation et de compréhension, et en essayant de bien sûr remettre à jour nos modèles au fur et à mesure qu'on doit faire face à de nouvelles informations ou à des nouveaux outils de mesure par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es encore là, après 14 minutes de conversation, laisse-moi un petit commentaire, oublie pas, ça fait toujours plaisir, et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour.